notre ami Robert Kopp, que vous connaissez, chers auditeurs. Robert Kopp, je ne vais pas le présenter, mais je vais quand même, pour nos auditeurs qui le connaîtraient un petit peu moins, vous êtes professeur émérite à l'université de Bâle, professeur de littérature, et vous avez publié de nombreuses études sur Chateaubriand, Balzac, Baudelaire, Zola, et vous avez particulièrement contribué à la renaissance des frères Goncourt, en rééditant dans la collection bouquins leur journal. Donc là, vous nous livrez un petit ouvrage qui est édité aux éditions Alexandrine dans une collection qui s'appelle Le Paris des écrivains. C'est un petit ouvrage de 160 pages, petit dans le volume, mais tellement dense dans le texte que, comment voudrais-je vous dire, j'y ai vu en le lisant. D'abord, on n'arrête pas de le lire, déjà. Notre curiosité est éveillée en permanence. Et surtout, on y découvre à la fois une biographie des frères Goncourt, un roman, parce que c'est un roman, leur vie, et une belle analyse de la vie parisienne du XIXe siècle. Alors, cher Robert Kopp, qu'est-ce qui a présidé à cette belle idée ? Qu'est-ce qui a présidé à cette belle idée ? Eh bien, au départ, c'est l'éditeur, car, comme vous le disiez, c'est un petit ouvrage. On pourrait facilement faire un volume de 500 pages sur le Paris des Goncourt. Les matériaux sont fort abondants et le sujet le mériterait. Mais là, cette collection, le Paris des écrivains, contraint les auteurs à s'exprimer brièvement. Déjà, j'ai dépassé un peu la limite des pages imparties. Donc, il faut dire un maximum de choses dans un minimum de pages. Ce qui fait qu'on essaye de bourrer un peu de renseignements sa prose. Voilà. C'est ainsi que j'ai fait ce volume. Et on me l'a demandé parce que ça fait 30 ans que je travaille sur les Goncourt et que ça m'a amusé de réunir un peu ce que je croyais savoir sur leur Paris et leur expérience. Ce que vous savez, vous ne croyez pas savoir, vous savez. Bon, alors, il faut toujours continuer à enrichir. Oui, mais là, il y a de quoi faire, je connaissances. pense. Alors, vous explorez dans cet ouvrage, vous explorez plus précisément les liens entre la capitale et les deux frères Goncourt. C'est pas votre premier ouvrage sur les frères Goncourt. Et peut-être faut-il, pour nos auditeurs, les situer dans le temps. Il y avait donc Edmond l'aîné, qui est né en 1822, qui est mort en 1896, donc il a vécu très longtemps. Oui, l'aîné est mort le dernier. C'est ça. Et Jules, le cadet qui avait 8 ans d'écart avec Edmond, mais qui lui est mort très vite. Il avait en 70, voilà. Il avait à peine 40 ans, en fait. Il est mort de la syphilis à moins de 40 ans, voilà. Donc c'est intéressant parce que alors ils ne voyaient que par Paris. Quoique, ils affichaient leur... Racontez-nous, ils affichaient un peu leurs origines provinciales. C'est-à-dire, ils ont une relation un peu ambiguë par rapport à Paris. Alors, pour les situer très rapidement, tout le monde connaît Balzac. Il y a le Paris de Balzac, c'est le Paris de la Restauration et de Louis-Philippe. Ensuite, il y a le Paris du Second Empire de Zola. Et entre les deux, il y a le Paris des Goncourt. Sous la Restauration et la monarchie de Juillet, Balzac, et ensuite sous la Troisième République, puisqu'il écrit à ce moment-là, mais les Rougon-Macquart se déroulent sous le Second Empire, il y a Zola. Et entre ces deux massifs qui sont fort connus et qui ont droit à de longs chapitres dans le Lagarde et Michard, par exemple, il y a les Goncourt qui, eux, existent, mais dans les histoires littéraires, de façon un peu plus modeste. On ne peut pas dire que ce soit des auteurs méconnus, mais enfin, ce sont des auteurs mal connus, parce que pendant longtemps, certains de ces textes n'étaient pas accessibles dans leur totalité.
C'est le cas, par exemple, de leur journal. Alors oui, alors est-ce qu'on peut dire, enfin l'image que j'en ai à la lecture de ce petit ouvrage, c'est qu'ils étaient quand même très affamés de gloire et de considération. Ah oui, oui, alors là, ils sont en quelque sorte infréquentables. Alors pour le dire tout de suite, ils sont réactionnaires, ils sont misogynes, ils sont antisémites. Tout ça est fort connu. Tout cela peut non pas s'excuser, bien entendu, mais s'expliquer par l'époque. Ma foi, ce qu'ils disent des femmes, Flaubert en a dit pour le moins autant, et Baudelaire bien pis. Ce qu'ils disent de la politique, Joseph de Maistre est allé beaucoup plus loin et Barbé d'Orvy aussi, et ainsi de suite. Donc, il faut essayer de les replacer dans leur temps. Mais ils étaient très imbus d'eux-mêmes et de leur petite noblesse, qui d'ailleurs est fort récente. C'est leur arrière-grand-père qui a acheté un domaine du côté de Nancy, auquel était attaché le titre de seigneur de Goncourt. Et ils vraiment s'entichaient de leur noblesse, défendaient leurs particules, y compris jusque devant les tribunaux, parce que parfois on leur contestait ces titres de noblesse. Or, c'est la terre qui anoblit. C'est pour ça qu'ils mettent parfois un peu en avant leurs origines lorraines. C'est la terre qui anoblit, tout le monde le sait. Sauf que ils ont été de fort mauvais seigneurs. Leur terre, c'était une source de revenus, certes, mais ma foi, ils se sont occupés très médiocrement de les faire valoir. Et généralement, ils ont vendu une ferme ou deux quand il fallait financer un livre. Pour le reste, ils ont vécu entièrement à Paris. Ils ont passé des vacances chez leurs cousins Passy à la campagne, ou alors ils sont allés à Champrosay chez Daudet, mais c'était des Parisiens. Mais des Parisiens d'une espèce un peu particulière, parce que, comment dire, c'était des Parisiens sédentaires dans la mesure où il y a des Parisiens qui déambulent sans arrêt dans Paris. Prenez Baudelaire. Baudelaire, en 20 ans de vie littéraire, a eu 30 domiciles. Il a déménagé sans arrêt, parfois parce qu'il était obligé, n'ayant pas réglé la note. Et puis le tenancier retenait ses livres et ses manuscrits jusqu'à ce qu'il puisse de nouveau repartir d'un bon pied. Non, les Goncourt ont eu au fond de leur vie d'écrivain deux domiciles. D'abord dans la Nouvelle Athènes, rue Saint-Georges, et ensuite ils se sont déportés un tout petit peu en marge, pas trop loin d'ici, d'ailleurs, à Auteuil, où ils ont acheté une maison peu avant la guerre franco-allemande. Mais ils ont vécu à Paris parce que, pour eux, Paris était le centre du monde. Ils n'avaient pas tort. Il n'avait pas tort, car politiquement, c'était le centre du monde européen au XVIIIe siècle. L'Europe tout entière parlait français. Vous avez ici présenté le livre de Marc Fumaroli, quand l'Europe parlait français, bien entendu. Donc l'Europe était française, la langue universelle qui remplaçait le latin dans les cercles instruits était le français. C'est ce qu'explique d'Alembert dans le discours préliminaire de l'encyclopédie. Ensuite, les expositions d'art, c'était à Paris qu'elles avaient lieu, les théâtres, c'était à Paris, donc c'était de loin la ville la plus importante en Europe. Et les Goncourt, tout en mettant en avant leur petite noblesse lorraine, n'avaient que mépris pour la province. Ils disaient pis que pendre des provinciaux. C'est tout juste qu'ils considéraient qu'ils faisaient partie du genre humain. Donc c'est absolument atroce quand on met bout à bout ce qu'ils disent de la province. Car Paris leur a fourni une sorte d'excitation intellectuelle qu'ils ne trouvaient nulle part ailleurs.
Ils disaient même dans leur journal, oui, alors aller en province, c'est comme si c'était pour mourir un peu. Donc, ce n'est pas du tout la province de C'est un petit Balzac. peu ce qui se passe encore de nos jours. Hein. Oui, c'est qu'ils ont évidemment accusé le centralisme français. Ils l'ont accusé, mais enfin ils l'ont constaté, ils n'ont jamais milité pour la décentralisation. La politique ne les intéressait pas outre mesure. Mais ils ont constaté que Paris drainait absolument tous les talents. D'où l'expression monter à Paris, on ne peut pas descendre à Paris. De toute façon, d'où qu'on vienne, on monte à Paris. Paris absorbe, disait-il, tous les talents. Paris absorbe toutes les bonnes choses, toutes les bonnes nourritures, tout ce qu'il y a de bon finit par Paris. On mange de meilleurs poissons à Paris qu'au bord de la mer. Les huîtres sont plus fraîches à Paris qu'à Cancale. Donc Paris est comme une espèce d'éponge qui absorbe tout. Je vais vous interrompre 2 minutes, cher Robert, parce que nous avons un petit bobino à passer. Excusez-nous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Nous reprenons. Alors, ça m'a un petit peu coupé le sifflet, je dirais, sur notre... On parlait du centralisme, on parlait de des défauts qu'a Paris. Moi, ce qui m'amuse encore de nos jours, un petit peu, si vous voulez, c'est bon, je disais tout à l'heure qu'ils étaient affamés de gloire et de considération, mais ils le sont encore. Hein. La preuve, nous en parlons aujourd'hui. Oui, c'est absolument extraordinaire, ça. Ils nous ont suivis, en fait. Ceci dit, tous les écrivains sont à leur manière et tous les artistes un tout petit peu affamés ou un peu plus ou un peu moins de gloire et de considération, car Balzac écrivait pour être lu, Zola écrivait pour être lu, il tirait de tous ses romans des pièces de théâtre, il surveillait la vente de ses livres, c'est tout à fait normal. Les Goncourt avaient un peu de mal à trouver leur public parce qu'ils allaient résolument à contre-courant. Ils voulaient être lus, mais ils ne brossaient pas le public dans le sens du poil. D'abord par le choix de leur sujet. Par exemple, pour leur roman, ils choisissaient des sujets parisiens. Il n'y a pas de scène de la vie de province. Un seul roman se déroule à Rome. Mais chez Balzac, vous avez toute une série d'histoires qui se passent en province et qui sont passionnantes. Les romans des Goncourt se passent entièrement à Paris. Et puis, ils choisissent des figures qui ne sont pas au centre. Ils choisissent des figures marginales. Par exemple, les prostituées. Par exemple, les sœurs de charité. Par exemple, la bohème littéraire. C'est-à-dire des figures un peu marginales dans la vie de Paris. Car eux aussi, ils estimaient qu'ils étaient des marginaux, comme pratiquement tous les écrivains de leur temps. Ce que les Goncourt, et c'est pour ça que j'ai publié leur journal ou republié leur journal. Il existait dans une édition, mais en je ne sais combien de volumes, mais n'était guère répandu. Donc je l'ai repris dans la collection bouquins avec beaucoup de succès en 3 volumes et il se réimprime constamment. C'est le meilleur témoignage sur le Paris littéraire de la seconde moitié du XIXe siècle. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a un monde littéraire. Il y a un monde des théâtres, il y a un monde des ateliers, mais que ce monde des artistes vit plus ou moins à côté du monde politique. Si vous prenez d'autres mémoires, comme les mémoires de Horace de Vieille-Castel, que j'ai également republié dans bouquin, le monde qui apparaît dans ces mémoires-là, les noms qui apparaissent,
ne sont pas du tout ceux qui apparaissent dans le journal des Goncourt. Vous avez le monde politique et des affaires d'un côté, vous avez le monde littéraire de l'autre. Et les Goncourt se plaignent du manque de place et du manque de considération qu'ont les arts et les lettres dans la société capitaliste du Second Empire. Pour laquelle la culture devient une industrie du divertissement. Une industrie du divertissement à travers le théâtre de boulevard, à travers le roman feuilleton, à travers l'opéra où on va pour être vu, et non pas du tout pour écouter la musique en quelque sorte. D'où l'échec de Tannhäuser de Wagner, parce que ça n'allait pas dans le sens de ces grands événements qui intéressaient le Jockey Club. Oui. Et alors, il y a d'ailleurs, on observe dans cet ouvrage une critique acerbe du monde bourgeois. Mais oui. Il y a une phrase extraordinaire. Le monde bourgeois est plus méprisable encore, ayant perdu tout sens de l'honneur. Il ne connaît qu'une seule valeur, l'argent, et une seule religion, celle du progrès. C'est très visionnaire, hein, quand même. Mais oui. Balzac le disait déjà. Balzac disait déjà, ce qui fait avancer le monde, c'est l'argent. L'ambition de gagner de l'argent, l'ambition de faire carrière. Mais les Goncourt le disent de façon beaucoup plus âpre. Balzac a fait un roman sur la corruption du monde de la presse. Mais, par exemple, dans les hommes de lettres, les Goncourt sont allés beaucoup plus loin. Il n'y a que corruption, il n'y a que des articles achetés, il n'y a que des pièces qui réussissent à cause de la claque, il n'y a que des fausses valeurs qui circulent parce que le public n'a plus de goût, le public n'a plus de formation. La société idéale, de toute façon, pour les Goncourt, c'était la société du XVIIIe siècle. Ils pensaient qu'ils étaient des déclassés par rapport à cette société très cultivée des salons du XVIIIe. Ils ont consacré toute une série de livres d'historiens au XVIIIe siècle. Ils ont consacré une série de biographies aux grandes actrices du XVIIIe, une série de biographies aux maîtresses royales qui, culturellement et même politiquement, étaient extrêmement importantes et que d'ailleurs on fait revivre à travers le cinéma d'aujourd'hui. Si vous pensez à la Dubarry, par exemple, ils ont fait une des premières biographies de la Dubarry pour montrer quel était le rôle de ce personnage. Donc des historiens du XVIIIe siècle, d'un XVIIIe siècle qui était un modèle d'élégance, un modèle de raffinement, un modèle de culture, car le salon représentait la forme la plus accomplie de cette culture. Alors certes, il y avait encore des salons à leur époque, mais quelle était la différence entre, à leurs yeux, un salon du XVIIIe et le salon de la princesse Mathilde, par exemple? Quand on entrait dans un salon au XVIIIe siècle, on était entre égaux. Quand on entre dans le salon de la princesse Mathilde, tout le monde regarde d'abord votre boutonnière pour savoir si vous êtes décoré et de quoi. Donc, il y a cette obsession de la distinction parce que ce sont des parvenus. Il n'y a que le parvenu qui est accroché à sa distinction. Celui qui est entre égaux, entre pairs, eh bien, il n'a pas besoin de cette distinction. Il se distinguera par son esprit, par sa culture, par son raffinement, par la façon agréable de faire la conversation. C'est ça la différence entre un salon aristocratique et un salon faussement aristocratique, c'est-à-dire démocratique, puisqu'il préférait de loin le régime de quelques hommes éclairés à la tyrannie de la foule inculte. Et alors dans leurs relations, alors ils ont aussi des ennemis. Il y a un passage absolument merveilleux dans votre ouvrage
sur la considération qu'ils ont de Voltaire. Permettez-moi ces quelques lignes. C'était au moment du centenaire de la mort de Voltaire et de Rousseau. C'est Edmond, je crois, qui parle là. Oui, c'est Edmond qui parle. Tout me désespère dans ce temps. Ce n'était pas assez que mon pays se mît en république. Il fallait encore qu'il se plaçât sous l'invocation de Voltaire. Cet historien prenant le mot d'ordre des chancelleries, ce bas flatteur des courtisanes de la cour, cet exploiteur de la sensibilité publique, ce roublard metteur en œuvre de l'actualité, ce poncif faiseur de tragédie, ce poète de commis voyageur de la pucelle, ce lettré que je hais autant que j'aime Diderot. Quant à Rousseau, n'a-t-il pas engendré Robespierre, ce serpent à lunettes? Je trouve ça absolument fabuleux. En quelques mots, mais oui. On sent toute la haine. Non, ce qui est merveilleux chez les Goncourt, Oui. C'est l'art du portrait, et l'art de la flèche. Ils sont ronchons, certes, mais ils sont méchants, certes, ils sont médisants, mais ils ont l'art de la flèche assassine. Et rien que pour cela, la lecture du journal est un véritable régal. Oui, on en a quelques les extraits meilleurs merveilleux. observateurs, très souvent, ce sont les gens qui sont sensibles aux défauts beaucoup plus qu'aux qualités. Ils ne passent jamais la pommade. Alors évidemment, Voltaire et Rousseau étaient parmi leurs cibles. Et ils n'étaient pas les seuls. Leur grand ami était Flaubert. Et si vous pensiez à Monsieur Homais, qui est le voltairien de Madame Bovary, c'est vraiment le rationalisme plat. C'est l'antipoète. Quant à Rousseau, il disait dans un autre passage que c'était une âme de laquais et que donc il ne fallait pas non plus s'y arrêter, qu'il séduisait les lecteurs par son style, mais qu'en réalité, la vision qu'il avait de l'homme né bon, était une vision absolument détestable, que l'homme était ce qu'il était, hélas, qu'il avait des qualités, mais encore beaucoup plus de défauts, et que donc vouloir faire de l'homme une espèce de bon sauvage était quelque chose d'extrêmement ridicule. Et ensuite, ils étaient tout à fait opposés au régime démocratique. On le sent très bien. On a le droit de l'être. Même ceux qui défendaient la démocratie, comme Churchill disait, c'est le pire de tous les régimes, à l'exception de tous les autres. Donc, c'est un régime qui vraiment a aussi de grands défauts. Et ce qui les horripilait quand ils regardaient la société de leur temps, c'était évidemment ce culte du progrès. Cette religion dont le grand Larousse du XIXe siècle dit qu'elle va remplacer le christianisme et que enfin on va se libérer de ce dogme ridicule du péché originel et que on va reconnaître, car le Larousse est tout à fait roussaïste, on va reconnaître ce progrès. C'est confondre progrès moral et progrès matériel. Évidemment, la science et les techniques ont fait des progrès. Évidemment, on a fait des locomotives qui pouvaient aller de plus en plus vite et on a creusé des mines de charbon qui produisaient de plus en plus. Certes, et là, il y a un progrès mesurable. La médecine, il suffit à la fin de la vie, Edmond de Goncourt a encore appris que Pasteur avait inventé ou trouvé un remède ou un vaccin contre la rage. Donc, ces progrès-là sont incontestables, mais cela ne fait pas un progrès moral. L'homme reste toujours le même, avec les mêmes défauts, et peut-être que même le progrès aggrave encore ces défauts.
car il donne à l'homme une puissance ou un semblant de puissance qui le rend mégalomane en quelque sorte, qui lui fait totalement manquer de modestie. Or, l'artiste est quelqu'un qui est foncièrement modeste, même s'il est affamé de considération et de gloire, parce qu'il sait que ce qu'il fait n'est jamais qu'une partie de ce qu'il voudrait faire, parce qu'il y a l'idéal d'un poème, d'une pièce de théâtre, d'un roman, et quand on est devant la page blanche, ma foi, ce n'est que très rarement ou jamais qu'on atteint l'idéal. Alors vous disiez tout à l'heure qu'ils étaient assez infréquentables. Oui. Pourquoi? Mais, encore une fois, parce que il y a ce côté ronchon, ce côté médisant, ce côté réactionnaire, antisémite, misogyne, et vu d'aujourd'hui, ces défauts-là paraissent plus graves qu'à leur époque. Ça ne les empêchait pas d'avoir d'excellents amis. Ils remplaçaient le salon qui n'existait plus par d'autres formes de sociabilité. Et c'était les dîners. Oui. Les dîners de chez Magny. Alors, ces ronchons avaient quand même plaisir à dîner toujours dans de bons endroits. Disons-le tout de suite, pas dans des gargotes. Avec Sainte-Beuve, avec George Sand, qu'ils admettaient parce qu'ils la considéraient comme un écrivain au masculin et non pas comme une femme. Et d'ailleurs, George Sand se considérait elle-même comme l'égale des écrivains. Elle était féministe dans son comportement, de façon tout à fait naturelle, mais non pas militante. Donc, Sainte-Beuve, Taine, Flaubert et d'autres se réunissaient régulièrement. Chez Tourguenieff aussi faisait partie de la bande, très important. Et Renan aussi. Et les Goncourt, et c'est cela qui rend leur témoignage extraordinaire, c'est comme s'ils sténographiaient sur le bout de leur manchette les conversations. Ils rapportent tous. Ce sont les pipelets de la République des lettres. Et ils rentrent et ils notent ce que disaient les uns et les autres, y compris les insanités. Alors, à la fin de sa vie, Edmond a publié une partie, la moitié à peu près de son journal, et comme il le disait lui-même, la partie avouable. Avouable. Et donc, il a enlevé les vacheries. Ah oui, il a fait, oui. Oui, à la fois concernant la vie personnelle des uns et des autres et les avis politiques des uns et des autres, mais néanmoins, quand le volume qui couvrait la période de la guerre franco-allemande a apparu, Renan protestait violemment en disant, mais enfin, et Sainte-Beuve aussi, ce que nous avons dit à table, ce n'était pas fait pour être publié. Et Renan protestait parce qu'il semble avoir dit à table, ben oui, les Allemands sont mieux préparés et plus forts, ils nous ont, ma foi, défaits, il fallait s'y attendre, et donc il a protesté de son patriotisme tout à fait entier, en disant, je n'était pas le défaitiste que l'on pourrait deviner à travers les propos que j'ai eus. Ce sont des témoins aussi tout à fait extraordinaires, non, le témoin tout à fait extraordinaire, car Edmond est seul, oui. Jules vient de mourir, de la Commune. Il a passé tout le temps de la guerre à Paris, tout le temps de la Commune à Paris, et il a continué à se réunir avec ses amis chez Brébant, à qui ce groupe d'ailleurs a remis, j'en parle dans mon livre, oui, effectivement, une médaille qui est au musée du Quart de Valais ou à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Ce groupe d'amis qui remercie le restaurateur de les avoir nourris pendant toute cette période extrêmement difficile, comme s'il n'existait pas 1 million de Parisiens qui crevaient de faim.
Donc ils étaient totalement en dehors des misères des Parisiens. Mais ils étaient, Edmond était un observateur extraordinaire des dévastations de Paris et ensuite de l'arrivée des Prussiens dans Paris. Et en effet, la période était extrêmement difficile. Les écrivains étaient généralement versaillais. Ils avaient généralement horreur des communards. Ils avaient généralement horreur de la violence. Même Victor Hugo, qui plus tard, ma foi, plaidait pour l'amnistie des communards, était plutôt horrifié par ce qu'il voyait. Donc, des témoins extraordinaires, on a le journal, on a les lettres, on a les romans, et tout ça parle de Paris, d'un Paris qui se transforme totalement. Il ne faut pas oublier, Paris a changé de fond en comble sous le Second Empire à cause d'Haussmann. On n'a pas idée de ce que ça devait être. Le bâti de Paris a été renouvelé pour un tiers. C'est énorme. Le bateau, et c'est absolument énorme. Et au moment de Balzac, Paris a 1 million d'habitants, on fait un dernier mur d'enceinte, c'est le mur de Thiers. C'est à peu près maintenant les boulevards extérieurs. Et puis, 20 ans après, et Paris avait 12 arrondissements à ce moment-là, d'où l'expression encore utilisée par ma grand-mère quand on parlait à table de 2 personnes qui vivaient ensemble sans être mariées. Quelqu'un posait la question, mais alors ma grand-mère disait oui, dans le 13e. Parce que Paris avait 12 arrondissements avant, l'expression être marié dans le 13e arrondissement voulait dire ce que ça voulait dire. Et en 60, on incorpore par exemple, la commune où nous sommes maintenant, Auteuil, Poissy, puis le village de Vaugirard, Grenelle, etc., ce qui était la banlieue à l'époque. Et on incorpore ça dans Paris et on fait le Paris des 20 arrondissements. Et on trace à travers la ville des axes nord-sud, est-ouest, en rasant des quartiers entiers. Souvent, les Goncourt disent on n'est plus chez nous. On a l'impression toujours d'essuyer quelques plâtres. On est dépaysé. Ils sont moins hostiles, ils ne s'intéressent pas vraiment à l'architecture, ils s'intéressent beaucoup à la peinture, mais l'architecture leur est un peu indifférente. Contrairement à Huysmans, leur contemporain. Oui, qu'il fréquentait d'ailleurs. Absolument, comme Zola, qu'il fréquentait, qu'il considérait comme un de leurs disciples avant qu'il ne s'émancipe pas. Ce qui leur déplaisait fortement. Non, Huysmans, par exemple, a souvent parlé de Haussmann comme de l'Attila de la ligne droite, c'est-à-dire ce qui était sinueux, un peu obscur, etc., charmant, était remplacé par des perspectives rectilignes. Alors, il nous reste 2 minutes, cher Robert Kopp. Moi, j'ai une question pour terminer. Parce que vous avez attiré notre attention dans cet ouvrage sur la relation entre Edmond et Alphonse Daudet. Et vous dites même que c'était son frère de substitution. Pourquoi dites-vous ça ? Parce que les frères Goncourt vivaient en symbiose. Et lorsque Jules est mort, on parlait d'Edmond comme du veuf. On l'appelait le veuf dans le milieu littéraire. Tellement ils étaient liés. Ils étaient liés. Ils partageaient tout. Ils écrivaient à 4 mains. Oui. Ils voyageaient ensemble. Ils avaient les mêmes femmes. Ils partageaient les mêmes femmes. Et dans le journal, il y a cette phrase merveilleuse. Le public, Maria, après dîner, fait comme le public. Elle accepte notre collaboration. Donc, il était le veuf et il cherchait à remplacer Jules
Et c'était en effet Daudet. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Robert Kopp. Alors, je rappelle à nos auditeurs, et je leur conseille vivement le Paris des Goncourt de Robert Kopp aux éditions Alexandrine, 160 pages et 11 €. Ils ne seront pas déçus. Et vous ne serez pas déçus, au contraire. Merci beaucoup, chers auditeurs. Bien, au mois prochain, nous nous retrouvons le 25 mars prochain. Je salue la technique et à bientôt. Vous venez d'entendre Français mon beau souci, dirigé par Catherine Distinguin, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, lundi 26 février 2024 de 10h à 11h et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse: Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.